Voilà, bonjour tout le monde. Bien, j'espère que tout va bien pour vous. Vous avez une petite pause là, c'est votre 4e visio de la journée, si j'ai bien suivi. Donc, la 2e. D'accord, c'est-à-dire vous avez eu juste informatique ce matin. Oui, d'accord. Noé, je n'ai pas reçu ton mail. Non, enfin j'en ai reçu déjà, mais là dans l'immédiat non. Ok, bah vous êtes tout frais, quoi. Vous avez même eu le temps de faire la sieste. Impeccable. Oui, c'est demain que vous enchaînez. Oui. Ce matin, on était tous en réunion de toute façon, donc il n'y avait pas de visio. Et voilà, bien. Ok, donc vous êtes prêts. Alors, qu'est-ce que je voulais dire avant de démarrer? Donc, il y a... Ah non, je n'ai pas reçu de mail, disons qu'il n'y avait pas cours de français. De toute façon, voilà, j'aurais pas pu vous prendre plus tôt. Mais voilà, bon, je ne l'ai pas eu. Bizarre. Bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, ça change rien du coup. C'est pas grave. Donc ce soir, oui, il y a TIPE. Donc le groupe bêta, il faut que vous remplissiez votre fiche de suivi. Je ne félicite pas certains du groupe alpha qui ne l'ont pas fait d'ailleurs. Hein. Ça fait une semaine que ça doit être fait et c'est toujours pas fait pour certains. La plupart, vous l'avez très bien fait. Mais voilà, personne n'est dispensé de le faire. Et donc sinon, bah, cette semaine, c'est le groupe bêta, et donc à faire dans la journée, voilà, au plus tard ce soir. Donc je vous redis que c'est pas très long à faire, c'est simplement mettre noir sur blanc ce que vous avez fait depuis 2 semaines, où vous en êtes. Si vous avez des questions, donc le plus simple, c'est de venir ce soir à partir de 17h sur la visio là, de TIPE. Où là, ben, voilà, ça peut être plus simple que de s'écrire, de discuter ensemble avec M. Bourzac. Et donc pour ça, c'est un chemin nouveau, mais qui vous est habituel, c'est Moodle, pas Moodle Sciences Physiques, Moodle TIPE. Voilà, donc là, il y a un bouton bleu dans ce Moodle-là, qui n'est pas le même que pour le cours, puisque comme ça, M. Bourzac est à la main aussi dessus. Voilà, c'est pour ça qu'on ne prend pas le même. Alors, juste une question pour... on n'imagine pas bien comment ça va s'organiser. Ça m'embêterait que vous attendiez hyper longtemps pour pouvoir avoir un entretien. Donc là, je vais faire un sondage uniquement pour le groupe bêta. Donc dites-moi si oui ou non, vous venez ce soir pour discuter. Que je dimensionne un petit peu. Voilà, qu'on sache combien vous êtes. Parce que s'il y a tout le monde, bah, c'est pas la peine que tout le monde vienne à la même heure. On va vous prendre un par un. Donc n'hésitez pas, hein, ça peut être très très court, juste une question, mais là je vous pose la question pour anticiper un petit peu. Ça y est, tout le monde a répondu. Ah, j'en suis pas complètement sûre. Ok, donc là, vous êtes 21 à avoir répondu, ça doit faire quasiment tout le groupe. Hein. Donc là, vous êtes a priori 8. Bon, donc moins de 10, bah, venez à 17h et puis on fera une liste d'attente. Voilà, c'est-à-dire que tout le monde, on ne prendra pas toujours à 17h, mais prévoyez de quoi vous occuper en attendant. On essaiera de vous informer un petit peu de qui, quoi, quand. Et voilà. Ok, bien.
Alors, attendez, je note ça. Bien. Alors, donc on va, pour aujourd'hui, sinon simplement lire le cours que je vous ai envoyé hier. Voilà, donc je vais vous le mettre. Hop. Oui, donc le compte rendu, c'est pas sur Moodle, hein, Gauthier, effectivement, tu ne l'avais pas fait, c'est sur Nextcloud, votre répertoire TIPE. Vous avez une fiche en format texte, là, où vous pouvez écrire. Donc vous faites un copier-coller de votre compte rendu, bilan de la semaine. Voilà. Bien. Hop. Bien. Voilà, donc là dans l'immédiat, nous allons simplement lire ce que je vous ai envoyé hier. Alors n'hésitez pas à poser des questions, vous avez pu le lire déjà, et puis voilà, le lire déjà et voir si c'est clair ou pas clair. Là, donc je vais essayer de compléter un petit peu ce qui est écrit pour que vous compreniez bien, mais vous avez vu, c'est très descriptif, c'est essentiellement voilà, des définitions, hein, beaucoup de définitions, donc il va falloir après prendre le temps de bien apprendre tout ça, mais pour un certain nombre de choses, vous en avez déjà une première idée. Alors, donc c'est le premier chapitre de thermodynamique. Alors, dans le programme PTSI-PT, la thermodynamique, c'est un gros bloc du programme de sciences physiques qui est essentiellement déroulé en deuxième année. Et au concours, il y a une épreuve spécifique de thermo. Donc, il y a 3 épreuves. Une épreuve de sciences physiques, enfin de physique, sur tout le qu'est-ce que je veux dire, sciences physiques, donc sur tout le programme de physique. Vous avez une épreuve de chimie et une épreuve de thermo. Voilà, donc là c'est le premier chapitre, introduction, les notions de base, mais voilà, c'est vraiment un gros bloc pour le programme de PT, donc à ne pas négliger, à bien prendre, bien monter dans le train dès le début. Hein. Et donc la thermodynamique, c'est vraiment la partie des sciences physiques qui est destinée aux ingénieurs, qui a été développée pour les ingénieurs au moment de la révolution industrielle. Hein, 19e siècle, voilà, pour les besoins de la révolution industrielle, il a fallu concevoir une vision plus transversale des lois physiques, qui est devenue donc la thermodynamique et qui reste encore un domaine très actif, hein, très actuel de recherche. Voilà, donc nous, ce qu'on va voir en prépa, c'est les bases, c'est la thermo plus classique, mais voilà, des choses qui vous seront forcément très utiles. Bien. Alors, donc, ce premier chapitre, je le lis là plutôt dans l'ordre du poli que vous avez eu. Un certain nombre de notions, de définitions à bien comprendre. Alors, je vous mets tout de suite en garde. Le vocabulaire commun est souvent à côté de la plaque des définitions thermodynamiques. Donc, attention, si vous avez l'habitude de travailler l'intuition, souvent, les termes qu'on utilise en thermodynamique n'ont pas dans le langage commun une signification très exacte. Donc, il y a un peu voilà, deux utilisations du vocabulaire. Donc, je vous signalerai à l'occasion quand il y a vraiment des pièges, mais je vous le dis tout de suite, il faut bien apprendre le vocabulaire de thermo. Hein. C'est important. Alors, première notion, le système. Le système, c'est pas complètement nouveau. Hein. Quand on établit l'équation du mouvement de quelque chose, on a dit qu'il faut savoir de quoi on parle, il faut définir bien le système, c'est-à-dire notre objet d'étude. Ça, c'est vrai dans tous les domaines, et particulièrement en thermodynamique, où nous allons faire des bilans. On fera plus tard des bilans d'énergie, on parlera de transformation, mais il faut savoir de quoi. Transformation de quoi, bilan sur quoi. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le système.
Donc le système, bah, c'est la partie d'univers que l'on étudie. Et donc c'est vraiment voilà, quelque chose qu'on isole. Et de façon très générale, un système, il est délimité par une surface géométrique. Donc ça peut être tout ce qui est dans la pièce, ça peut être ce qui est dans une boîte, ce qui est dans un récipient, ce qui est dans un réacteur, mais ça peut être parfois un peu plus flou. Hein, les frontières d'un système peuvent ne pas être complètement matérialisées, ce n'est pas nécessairement une paroi. Donc la frontière, c'est avant tout géométrique. Donc on a un volume, voilà, à l'intérieur, c'est notre système, et tout ce qui n'est pas dans le système, bah, c'est le reste de l'univers. Voilà, ça c'est un peu pompeux. C'est ce qu'on appelle l'extérieur au système. Et donc, on va voir quelques vocabulaires décrivant le système ou qualifiant le système. Donc le système, c'est de toute façon une partie de l'univers que l'on étudie ou sur lequel on va mener notre description. Ce système peut être fermé ou ouvert. Alors, nous, là, en prépa, on va travailler uniquement sur des systèmes qui sont fermés, systématiquement fermés. Fermé, ça veut pas dire que si on a une boîte, le couvercle est clos, mais c'est un peu l'idée. Ça veut dire que on va toujours raisonner sur le même système, la même matière, la même quantité de matière. Même si ça évolue, même s'il se passe des choses, même s'il y a réaction chimique, eh bien, la quantité d'univers qu'on considère au début, on va la suivre dans son évolution. Voilà, donc non, un système fermé, ce n'est pas une utopie du tout. C'est quelque chose de très, de très précis, enfin, de très exact physiquement. C'est simplement, donc ce que je suis en train de décrire, c'est qu'on va initialement observer un ensemble. Cet ensemble va évoluer, il va peut-être se passer des choses dedans. Ça peut bouger, ça peut se déformer, il peut y avoir une réaction chimique, ça peut vraiment être modifié, mais on va toujours étudier cette même quantité dans son évolution. C'est-à-dire que pour qu'un système ne soit pas fermé, pour qu'il soit qualifié d'ouvert, il faudrait qu'il y ait de la matière, soit qui rentre, soit qui sorte. C'est-à-dire qu'on ne raisonne pas toujours sur la même quantité de matière et qu'on ne raisonne pas toujours sur le même ensemble. Voilà. Donc les systèmes ouverts, c'est très utile aussi pour les ingénieurs, mais c'est plus difficile. Donc vous verrez ça plus tard. C'est très utile quand on a vraiment des réacteurs, quand on a des chaînes de production en continu, quand on a des écoulements dans des tuyauteries. Voilà, on va regarder ce qu'il y a dans notre tuyau, mais ça rentre et ça sort, c'est jamais la même chose qu'il y a dedans. Donc dans ce cas-là, ça sera un système ouvert avec un renouvellement matériel à l'intérieur. Pour l'instant, non. Pour l'instant, notre système, il va être fermé. Donc, on va toujours suivre la même quantité de matière au cours de ces transformations. Voilà. Donc, ça veut dire que si on a un système simple, pour commencer, on va avoir des systèmes simples en début, donc on va faire des cas extrêmement simples, eh bien, on a la frontière de notre système autour qui ne sera pas traversée par de la matière. Il n'y aura ni gain ni perte de matière au niveau de ces frontières-là. Donc voilà, donc le système sera pour l'instant un système fermé. Alors on étudiera que les systèmes fermés sur les 2 ans. Donc en deuxième année, quand on aura besoin d'écrire des bilans sur des tuyaux ou des écoulements ou des choses qui se déplacent, eh bien on le fera malgré tout en raisonnant sur un système fermé. Voilà, donc ça sera un intermédiaire, on suivra le fluide en fait dans son écoulement et dans le tuyau, mais en suivant toujours la même quantité. Toujours un système fermé. Alors oui, on peut avoir un système vide, c'est possible, bien sûr, il n'y a rien qui l'interdit. Par contre, ça manque d'intérêt, parce que si c'est vide, il ne va rien se passer, quoi. Si c'est complètement vide, voilà, on va avoir du mal à parler de transformation du vide ou d'évolution. Enfin, mais oui, ça peut, bien sûr, un système, ça peut être du vide. Pas de souci. Mais dans ce cas-là, c'est toujours du vide. Un système fermé vide, c'est toujours vide. Voilà, donc il n'y a jamais rien.
Voilà, donc pour l'idée, fermé, ouvert. Lorsqu'on dira que le système est isolé, c'est que ce système, il n'interagit pas avec le reste de l'univers. Donc ça, on l'a déjà un petit peu utilisé quand on a écrit le principe d'inertie. On a ou la définition des référentiels galiléens, par exemple, donc on a parlé de points isolés. Donc de même, de façon plus large, lorsque un système est isolé, c'est que finalement, il évolue lui tout seul, et qu'il n'y a aucune action de l'extérieur sur lui. Bon, ça sera souvent un modèle, hein. Ça sera souvent un modèle, une simplification de considérer que c'est isolé, parce que strictement, pour être sûr que quelque chose est isolé du reste de l'univers, il faudrait que ça soit loin de tout, hein, dans le vide, hyper loin de tout, et ça n'est jamais le cas. Mais c'est l'idée, hein, isolé, aucune interaction avec le reste de l'univers. Donc dans ce cas-là, on peut avoir un système fermé isolé ou ouvert isolé, hein, c'est des... non, je dis des bêtises. S'il est isolé, il est forcé... Non, je dis pas de bêtises. Il peut être fermé isolé ou ouvert isolé. Enfin, voilà. Isolé, c'est qu'il n'y a pas d'évolution. Pour nous, le système isolé, ça serait un système qui n'échange rien, en fait. Fermé, il n'échange pas de matière. Et isolé, il n'échange rien. Donc, il n'échange pas de matière, mais il n'y a pas non plus d'échange d'énergie, par exemple. Les interactions entre systèmes, on va les traduire en thermodynamique par des échanges d'énergie, ou des évolutions d'énergie. Donc, c'est l'utilisation de ce qu'on vient de voir en mécanique. Lorsqu'on parle du travail d'une force, c'est l'effet de cette interaction, de cette action mécanique, traduite en échelle d'énergie. Et donc ça, cette échelle d'énergie, c'est hyper pratique pour généraliser un petit peu les interactions autres que simplement l'effet d'une action mécanique. Donc c'est ce qui fait qu'en thermo, on va vraiment parler l'interaction sous forme de loi énergétique. Et voilà. Et donc s'il est isolé, le système n'échange rien avec l'extérieur, il n'interagit pas, donc il n'échange pas d'énergie, ce qui fait que non, il ne peut pas être ouvert. Parce que s'il échange de la matière, avec la matière qui va rentrer ou sortir, il y a de l'énergie qui va rentrer ou sortir. Donc c'est contraire à l'idée d'isoler. Isolé, ça veut dire qu'il n'y a rien qui rentre, il n'y a rien qui sort. Rien du tout, du tout, du tout, du tout. Voilà, donc un système peut être fermé, mais pas isolé. Donc par exemple, voilà, j'ai ma bouteille d'eau, le bouchon est fermé. Si je considère comme système l'ensemble du contenu de ma bouteille, tout ce qui est à l'intérieur de ma bouteille, c'est un système fermé, parce que si le bouchon est bien hermétique, il n'y a pas de matière qui va rentrer, il n'y a rien qui va sortir, tout reste à l'intérieur, ce qui est à l'intérieur va rester à l'intérieur. Ça ne l'empêchera pas d'évoluer, ça ne l'empêchera pas de pourrir, mais tout ce qui est à l'intérieur reste à l'intérieur, il n'y a rien qui rentre, rien qui sort. Si c'est isolé, ça veut dire que ce qui est à l'intérieur de la bouteille d'eau ne peut rien ressentir de ce qui se passe à l'extérieur. Donc ça veut dire que voilà, je la secoue pas, il n'y a pas de, c'est isolé thermiquement, je peux pas à travers les parois de ma bouteille chauffer ou refroidir mon eau. Ça veut dire que je peux pas déformer la bouteille et appuyer dessus pour changer sa forme. Voilà, si c'est isolé, il n'y a vraiment aucune action de l'extérieur sur le système. Voilà, pour préciser ce vocabulaire. Donc les systèmes isolés, c'est peut-être les plus simples dans le sens où on va dans ce cas-là s'intéresser uniquement à ce qui se passe dedans. Voilà, donc pour que ça soit isolé, l'essentiel c'est qu'il n'y ait pas d'échange et donc pas d'interaction, donc pas d'évolution. Donc on peut considérer qu'il y a quand même une action gravitationnelle, mais il faut qu'elle soit constante. Voilà, il ne faudrait pas que ça change. Sinon, il va y avoir une évolution, un ressenti lié à l'évolution par rapport à l'extérieur. Voilà. Alors, notre système, il contient de la matière. Donc là, dans ce premier chapitre, on va beaucoup travailler sur la description thermodynamique des états de la matière et du contenu de la matière. Pour décrire la matière, on a, nous, l'habitude
de l'échelle macroscopique de description. À notre échelle, les matériaux nous semblent continus. On ne voit pas le vide. Donc on a déjà établi des descriptions à l'échelle microscopique, on a déjà compris que déjà, une bonne description microscopique, c'est certainement quantique, mais malgré tout, c'est essentiellement du vide, avec voilà, par endroits des atomes, des particules élémentaires. Et donc, on a une perception, une nécessaire description de la matière très différente selon qu'on est en macroscopique ou en microscopique. D'accord? Donc, en macroscopique, où ça va être vraiment une description très continue, hein, on a l'impression qu'il y a du matériau partout, et microscopique, où c'est beaucoup de vide et une description très, très corpusculaire, très particulière de la matière. Les échelles ne sont pas du tout les mêmes. À l'échelle macroscopique, eh bien, on a une perception du détail en millimètres ou micromètres, quoi, hein, pas moins à notre échelle. Et à l'échelle microscopique, vous connaissez déjà la taille d'un noyau, 10 puissance moins 15 mètres, la taille d'un atome ou d'une molécule en 10 puissance moins 10 mètres. Donc ça n'a rien à voir hein, comme ordre de grandeur et comme échelle d'observation. Rien du tout. C'est très très différent. Donc, ce qui fait que, par exemple, ce que vous avez, à l'échelle macroscopique, même un petit glaçon, voilà, un cube en centimètres de côté, et bien microscopiquement, à l'intérieur, ce sont des molécules d'eau qui sont liées par liaison hydrogène, qui forment un cristal. Voilà, pas du tout ce qu'on voit quand macroscopiquement on décrit le cube de glace. Rien à voir. Le cube de glace, on va dire, voilà, c'est continu, c'est lisse, c'est transparent, ça a telle densité. Bon, voilà, description très très globale en macroscopique par rapport au microscopique. Et donc, un des domaines de la thermodynamique, c'est de faire le lien entre ces deux niveaux de description, et c'est-à-dire d'identifier le comportement macroscopique d'un matériau comme résultante d'un effet d'ensemble de tout ce qui se passe à l'échelle microscopique. On en a déjà parlé quand on a parlé d'interaction de Van der Waals. On a déjà compris que ce qui fait que c'est liquide, solide ou gazeux, ce qui fait que ça se mélange ou que ça ne se mélange pas, ce sont les interactions, par exemple, de Van der Waals, les interactions microscopiques, à l'échelle microscopique. Et c'est ça qui est déterminant pour les propriétés de la matière. Seulement nous, ce qu'on voit, c'est pas ça. On voit qu'on a un glaçon qui est moins dense que l'eau liquide, que le liquide va s'écouler, que ça a telle couleur. Voilà, ce qu'on voit, c'est vraiment des propriétés en nombre très, très réduit et qui résultent vraiment d'un comportement global, d'un comportement d'ensemble. Et qui ne laisse pas du tout entrevoir le détail de la structure microscopique. Mais c'est lié, c'est lié. Donc pour passer du microscopique au macroscopique, eh bien, on ne va pas le faire, mais ce sont des lois statistiques, hein, des moyennes, voilà, donc ça, c'est tout le domaine de la thermostatistique qui est difficile mathématiquement, mais qui est un outil assez puissant et qui est encore vraiment complètement en développement et en évolution. Voilà, donc c'est ce qui permet, cette étude statistique, de passer de l'effet individuel de ce qui se passe à l'échelle microscopique, donc l'individualité de chaque particule, qui bouge ou qui bouge peu, qui interagit ou qui interagit peu, est-ce qu'elles sont liées, est-ce qu'elles sont libres, et tout ça qui, globalement, donne un comportement d'ensemble, un effet collectif qui se traduit à notre échelle par les qualités macroscopiques de la matière. Voilà, donc ça, c'est quelque chose à comprendre qualitativement. Alors, pour l'étude plus détaillée d'un matériau ou d'un système, eh bien, si on ne veut pas passer par les lois statistiques, on définit une échelle intermédiaire entre le macroscopique et le microscopique.
ce qu'on appelle l'échelle mésoscopique. Donc ça, je pense que c'est un mot nouveau, voilà, qu'il faut apprendre. Donc l'échelle mésoscopique, c'est l'échelle intermédiaire entre macro et micro. Et c'est une échelle qui nous servira, puisqu'on ne passera pas, on ne va pas démarrer du microscopique à notre niveau. On va simplement faire des descriptions macroscopiques. Donc macroscopique d'ensemble en résultante sur tout un système macroscopique, ou mésoscopique qui va être l'échelle locale. Voilà. Donc en d'autres termes, notre glaçon, notre gros glaçon, avant de le considérer comme un ensemble de molécules d'eau liées et cristallisées, eh bien, on peut le penser macroscopiquement comme un gros pâté constitué de petits grains de glace, de petits grains de solide. Voilà, donc si on fait de la glace pilée, on va avoir des petits cristaux de glace, petits. Et donc ça peut être une vision, et un petit bout de glace micrométrique, une vision d'un élément qui macroscopiquement est tout petit. Donc un petit bout de notre système. Mais un petit bout qui va donc être minuscule par rapport à l'échelle macroscopique, d'accord ? Mais qui sera par contre immense par rapport à l'échelle microscopique. Voilà. Dans mon petit grain de glace, dans mon petit cristal, il y a une multitude de molécules d'eau. On ne peut pas les compter. Voilà. Donc après, vous voyez, par exemple là pour mon glaçon, on a 4 puissance de 10 d'écart à chaque fois. Donc vous avez peut-être en tête déjà que s'il y a 3 puissance de 10 d'écart, avec des modèles simples, c'est suffisant pour dire que l'un est très grand par rapport à l'autre. Et là, vous voyez, pour la matière, on a facilement 4 puissance de 10, voire 5, voire 6 parfois. C'est assez facile. Donc c'est ce qui laisse de la place. Si on n'avait que le macro et le micro, on est contraint de passer de l'un à l'autre par statistique, et surtout, vous voyez, on a là 8, 10 puissance de 10, c'est hyper différent comme échelle. Donc ça laisse la place à un intermédiaire. Et donc ce mésoscopique, c'est ce qui va nous servir parce que ça sera pour nous, à l'échelle macroscopique, un infiniment petit, un beaucoup plus petit. Donc ça sera un point, d'accord ? Ça sera l'élémentaire. Ça sera un point, ça sera un grain. Donc voilà, donc pour la glace, c'est le petit cristal, mais qu'on peut encore voir au toucher. Donc plutôt petit, mais pas microscopique. Pour un gaz, ça serait une microbulle, une toute petite bulle, la plus petite des bulles. Pour un liquide, ça serait une toute petite goutte. D'accord ? Ça, c'est mésoscopique par rapport à l'ensemble du gaz de l'atmosphère ou de la pièce, à l'ensemble du liquide qui remplit mon récipient ou un échantillon solide. Voilà, c'est ça l'idée. Donc le mésoscopique, en fait, c'est un tout petit bout qui a des propriétés macroscopiques. Et donc l'intérêt, c'est d'accéder à une description locale. Donc on va dire à cet endroit-là, sur le petit grain qui est là, en moyenne, on a telle température, telle masse volumique, telle composition chimique. Et lorsque ça n'est pas uniforme, lorsque c'est pas partout pareil, eh bien c'est pratique d'avoir comme ça une description locale. Mais la description macroscopique locale, c'est une description qui résulte d'effets collectifs, donc en moyenne, localement. Donc une moyenne sur un point mathématique, ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait de la matière, il faut qu'il y ait un volume. D'accord ? La matière, ça occupe de la place. Donc le volume en question, c'est un tout petit volume, ce qu'on appellera mésoscopique. Tout petit macroscopiquement, mais suffisamment grand pour déjà avoir un comportement macroscopique, un comportement d'ensemble. Voilà, pour cette nouvelle échelle. Ce qui fait que dans la description macroscopique, quand on dira local à tel endroit, ce sera en fait en moyenne sur un petit volume mésoscopique qui est autour de ce point-là. Voilà. Bien, donc on restera en description plutôt macroscopique. Donc macroscopiquement, on va avoir des matériaux de nature différente.
Donc, pour l'instant, ça va rester relativement simple. On dira c'est solide, ou c'est liquide, ou c'est gazeux. Okay. Donc, vous savez déjà ce qui fait la caractéristique d'un solide. Zut, je suis perdue dans mes diapos. Voilà, ce qui fait la caractéristique d'un solide, c'est que, bon, dans le modèle le plus simplifié, on dit que ça ne se déforme pas du tout. Donc, pour que ça ne se déforme pas du tout, il faut que chaque constituant mésoscopique reste exactement à la même place et que chaque atome ne bouge pas. Bon, en réalité, ce n'est pas strictement le cas. En réalité, on a des solides qui peuvent un petit peu quand même se déformer, des solides qui sont un petit peu malléables, qui peuvent se plier, qui peuvent se dilater. Et même lorsque ça, on ne l'observe pas, de toute façon, il y a des vibrations dans le solide. Hein, donc voilà, c'est un petit peu là ce qui est dessiné dans ce schéma hyper simpliste, mais suffisant à notre niveau. Considérer que chaque entité microscopique, par exemple donc les molécules qui constituent ce solide, elles restent plutôt en moyenne au même endroit, mais elles bougent, elles vibrent autour de leur position d'équilibre stable. Elles sont toutes liées dans des puits de potentiel et elles vibrent, simplement. Dans le liquide, la différence, c'est qu'elles sont libres les unes des autres. Elles sont pas confinées dans un puits de potentiel au voisinage d'une seule position. Les particules du liquide sont libres d'aller partout dans le liquide. Donc c'est complètement déformable, le liquide. Par contre, elles sont liées plutôt entre elles, c'est-à-dire qu'il y a quand même une interaction attractive suffisante pour que l'ensemble reste dans une seule phase, le liquide qui a un volume propre. Hein, elles ne s'échappent pas les unes des autres. Alors que dans un gaz, là, les particules, elles vont être considérées comme plutôt indépendantes les unes des autres. Elles peuvent interagir lorsqu'elles sont au voisinage, mais elles sont libres d'aller vraiment partout et on a donc un gaz qui occupera toujours la totalité du volume disponible, qui n'a pas de volume propre, contrairement au liquide où l'attraction entre les entités fait qu'on a un volume qui est limité. En termes d'ordre de grandeur, ayez en tête qu'un gaz, c'est à peu près 1000 fois moins dense qu'un solide ou un liquide. Solide et liquide, c'est plutôt pareil, alors que gaz, c'est 1000 fois moins. Voilà, il suffit de retenir ça. Après, bien sûr, c'est assez rapide. Voilà, donc on va se limiter à ça. Donc non, on ne décrira pas les plasmas, on ne décrira pas les condensats, on ne décrira pas les cristaux liquides, les gels exotiques. Voilà, donc il y a plein d'autres états de la matière beaucoup plus subtils que dire c'est solide, rigide, c'est liquide, simple ou c'est gaz parfait. Hein, il y a plein d'autres états de la matière beaucoup moins simples que ça. Comme on débute, pour l'instant, on va se limiter à ces trois-là. Mais vous savez qu'il n'y a pas que ça. Voilà. Après, il y a des subtilités. Bien, donc vous savez déjà distinguer phase condensée ou non condensée. Hein, donc phase condensée, c'est à la fois liquide ou solide et solide. Condensé parce que c'est dense, c'est là que donc on a une masse volumique plutôt 1000 fois plus faible, pardon, une masse volumique 1000 fois plus faible ou un volume occupé 1000 fois plus petit que sous forme de gaz. Peu compressible, c'est-à-dire qu'une description simplifiée consiste à dire que le liquide ou le solide, il a son volume propre. Donc voilà, je prends je sais pas moi, 600 grammes d'eau liquide, là, dans la condition atmosphérique, là, il y a un volume de 600 millilitres de toute façon. Voilà, ça ne sera pas plus, pas moins. Donc pas compressible, et là, un volume propre. Et de même, si je prends telle quantité de solide, on peut lui associer un volume propre. Donc ça revient à négliger ce qu'on appelle la compressibilité, c'est-à-dire l'évolution du volume lorsqu'on appuie dessus.
Hein, la compressibilité, c'est la réduction du volume sous un effet de pression. Bon, les phases condensées, elles sont très peu compressibles. Il faut vraiment appuyer très fort avant de voir que le volume diminue. Ou à l'inverse, diminuer considérablement les pressions, les actions mécaniques pour voir que le volume augmente un petit peu. Voilà, donc dense dans le sens où la masse volumique est beaucoup plus élevée que pour le gaz. Fluide, c'est indépendant de condensé ou pas condensé. Donc le gaz n'est pas condensé, liquide solide sont condensés. Fluide, ça va être liquide ou gaz. C'est-à-dire que les fluides, c'est ce qui s'écoule. C'est ce qui s'écoule, c'est ce qui se déforme. C'est-à-dire que le liquide, il va garder son volume propre. Il va très peu varier de volume, un petit peu quand même, c'est possible d'observer une dilatation ou une compression d'un liquide, mais ça reste en proportion très 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 réduite. Contrairement au gaz. Donc ça, c'est l'effet de compressibilité qui fait que le gaz n'est pas dense alors que le liquide est dense. Hein, c'est lié à ça. Par contre, ils sont tous les deux fluides, dans le sens où ils sont tous les deux complètement déformables. Le liquide, il va épouser les formes du récipient, comme le gaz. Il se déforme, il prend n'importe quelle forme macroscopique. Et l'un comme l'autre, ils peuvent s'écouler. Ça peut circuler dans un tuyau, ça peut... Voilà, donc ça, c'est vraiment ce qui fait le fluide. Voilà, donc bonne question. Donc effectivement, tout ce qui est granulaire, eh bien, ça peut être considéré comme des milieux fluides puisque ça s'écoule. Mais bon, c'est des ensembles de grains solides. Donc effectivement, là, c'est encore une autre façon de classer la matière. Et donc, nous, comme on se limite à solide, liquide ou gaz, ben, j'aurais tendance à dire que dans cette classification-là, le sable ou la farine, c'est des solides. Voilà, mais c'est des ensembles de grains solides qui peuvent s'écouler. Donc, effectivement, il y a des modèles fluides pour ça. Hein. Si vous travaillez sur un site industriel voilà, avec ce type de matériaux, bah, vous allez clairement les faire s'écouler. Hein. Voilà, vous allez avoir des entonnoirs, des tuyaux, et donc vous l'aurez en comportement plutôt fluide. Voilà, mais fluide bizarre, bah, c'est un fluide différent de l'eau, mais de l'eau liquide. Mais il y a plusieurs types de comportements fluides différents. Hein. Voilà, donc effectivement, oui, ça peut être étudié en mécanique des fluides, mais pas que, voilà, pas systématiquement. Donc vous voyez là que finalement le cadre du programme, comme on débute, c'est très simplifié et qu'à l'avenir, vous aurez l'occasion d'enrichir vraiment. Voilà, donc les gels, oui, c'est plutôt des fluides. Oui. Voilà, donc la qualité fluide, c'est vraiment ça, hein, la déformation et la possibilité d'écoulement. Donc pour nous, ça sera liquide et gaz simple, hein, dans des états très, très communs. Donc l'eau, l'air et puis les solides qui nous entourent, ça va être de bons exemples, hein, dans le cadre de cette description-là. Bien, donc après, bah, pour décrire l'état de la matière en thermodynamique, on va utiliser ce qu'on appelle des variables d'état, c'est-à-dire des grandeurs qui permettent de parler de l'état physique ou chimique de ce matériau, de notre système. Voilà. Donc là, on se limite, hein, je vous rappelle, vraiment à une description macroscopique. Donc la plupart des variables d'état, bah, vous les connaissez, hein, vous les connaissez déjà, on va en voir quelques nouvelles, surtout d'un point de vue énergétique, mais voilà, on va décrire donc déjà la composition du système, avec les quantités de matière, ou les masses, avec aussi la composition, c'est-à-dire bah, décrire la liste de ce qui constitue, est-ce qu'il n'y a que de l'eau H2O ou est-ce qu'il y a un mélange de matériaux. Voilà, on pourra parler de la charge électrique, la température, le volume complet, la pression, concentration, énergie, masse volumique, là j'en oublie sûrement. Donc énergie, bah, après on pourra dissocier, hein, énergie cinétique, énergie potentielle, plusieurs types d'énergie différents.
une concentration en concentration molaire, en concentration massique. On pourra donner des proportions, des fractions molaires ou massiques. Voilà, donc tout ce que vous avez déjà l'habitude d'utiliser pour décrire un matériau, pour décrire l'état d'un système, c'est ce qu'on appelle des variables d'état. Donc d'état parce que ça dit comment c'est, en lien avec l'environnement physique, et variable parce que c'est susceptible d'évoluer s'il se passe quelque chose. Voilà. Donc si notre système est fermé, eh bien, on a fixé la quantité de matière totale, à moins que ça soit un réacteur nucléaire. Hein, on aurait donc une quantité ou une masse totale constante pour un système fermé. S'il y a réaction nucléaire, même pas. D'accord ? S'il y a réaction chimique, la distribution d'une espèce à l'autre, la quantité de chaque espèce peut évoluer. Si ça se déforme, le volume va varier et du coup, peut-être la concentration, la pression. Donc voilà, donc tout ça, s'il se passe des choses, si on agit dessus, c'est susceptible de changer. C'est pour ça qu'on parle de variables. Mais variables d'état ou paramètres d'état, parce que si on les connaît, eh bien, ça nous informe sur comment est notre système. Voilà, donc ce qu'on fera, c'est de décrire avant, après, quel est l'état au départ, à l'arrivée, ce qui s'est passé en cours de route, la transformation. Alors, ces variables d'état, voilà, on les classe en deux catégories. Hein, donc vous avez peut-être découvert ça. Deux catégories, des variables qui dépendent de vraiment ce qui est contenu dans le système en lien avec la quantité. Donc, la quantité de matière, la masse, la charge. Tout ça, c'est vraiment directement lié à la quantité contenue dans notre système. Pareil pour le volume ou pour l'énergie. Donc tout ça, c'est ce qu'on appellera des variables intensives. Extensives. C'est des variables qu'on appellera extensives, tout ce qui est lié à la quantité. Par contre, si je parle d'une température, c'est indépendant d'une quantité. Alors, si je vous dis j'ai 1 litre d'eau, là je vous informe sur un volume, une masse, une quantité de matière. Donc c'est une description extensive. Si je vous dis j'ai de l'eau à 20 degrés Celsius, je peux en avoir un peu, beaucoup, peu importe, hein, c'est de l'eau à 20 degrés Celsius. C'est indépendant de la quantité que j'en ai. Si je vous dis pareil que cette eau elle est à pression atmosphérique, que j'en ai un peu, beaucoup, c'est pareil. C'est indépendant. Si je vous dis qu'en fait, ce n'est pas de l'eau pure, mais de l'eau salée avec une concentration en NaCl de 43 grammes par litre, bien que j'en ai un fond de verre ou un baquet industriel, la concentration, c'est la même. Par contre, la masse, la quantité de matière, pas du tout, ou le volume, pas du tout. Donc ça, ce qui ne dépend pas de la quantité, c'est ce qu'on appelle intensif. Voilà, donc ça, c'est quelque chose à bien comprendre et à bien connaître. C'est nouveau, c'est hyper important d'être capable de dire si une grandeur est intensive ou extensive. Donc, extensive, ça veut dire que c'est directement lié à la quantité contenue dans notre système et à ce que contient le système, de façon extensive, c'est-à-dire vraiment dans tout son volume. Donc, par exemple, là où c'est utile, c'est si on a un système qui contient plusieurs choses. Donc, par exemple, j'ai un système qui contient deux parties. Partie 1, partie 2. Il y a une certaine quantité de matière dans la partie 2, une certaine quantité de matière dans la partie 1. La quantité de matière de mon système, qui est la réunion de ces deux sous-parties 1 et 2, c'est la somme des deux quantités de matière. Donc, les grandeurs extensives, elles sont additives. Il faut bien comprendre ce que signifie additive. Additive, ça veut dire que si on réunit plusieurs systèmes pour en former un plus grand, alors la grandeur résultant de cette réunion pour tout le système, c'est la somme de ce qui caractérise chacune des parties. Voilà, donc la quantité de matière de l'ensemble des deux, c'est la somme, quantité de matière du premier et de matière du second.
La masse de l'ensemble, c'est la masse du premier plus la masse du second. Pareil pour le volume. Hein, donc là, attention, je ne considère pas que ça s'est mélangé. J'ai mon système qui est séparé en deux parties. Donc le volume de l'ensemble, c'est le volume de la première partie, puis le volume de la deuxième partie. Il faut considérer là que notre système est en deux compartiments séparés. Donc la charge est additive, extensive. L'énergie, tout type d'énergie, c'est extensif, additif. Voilà, pour cette notion d'extensivité. Les intensives, elles ne peuvent pas du tout être traitées comme ça, par contre. Les intensives, ça revient à voir que si je connais la température de la partie 2 et si je connais la température de la partie 1, il se peut que ça ne soit pas la même. Je ne peux pas, en les additionnant, parler de la température du système. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Donc c'est peut-être pour l'instant plus clair en termes de concentration. C'est pour ça que j'ai écrit concentration, parce qu'on a déjà travaillé sur les concentrations. Si on connaît la concentration à droite et la concentration à gauche, la concentration de l'ensemble des deux, c'est certainement pas la somme des deux. Ça va être une moyenne des deux, une moyenne pondérée par chaque quantité, mais ça ne va pas être la somme des deux. Je ne peux pas dire qu'en ayant à la fois une partie pure et une partie salée, eh bien, la concentration de l'ensemble, c'est la somme des concentrations. C'est-à-dire que ça serait partout autant salé que la partie salée. Non, ça ne marche pas du tout. Hein. Voilà, donc l'additivité, oui, c'est une condition suffisante à l'extensivité. C'est la propriété d'extensivité, mais il faut comprendre ce qu'on entend par additivité. C'est additivité pour les différentes sous-parties du système. Lorsqu'un système est constitué de plusieurs choses, si on peut additionner les variables d'état correspondant à chaque partie du système pour trouver la grandeur équivalente pour l'ensemble, là, c'est que c'est extensif. Lorsque ça n'est pas extensif, cette somme, elle n'a pas de sens. Donc, additionner des températures pour trouver la température de l'ensemble, ça n'a aucun sens. D'accord ? C'est pas parce que je prends de l'eau à 20 degrés Celsius, je mets dedans un glaçon à moins 18, hein, que je vais avoir un ensemble à 2 degrés. Enfin, ça n'a aucune signification. On a deux parties de deux températures différentes et c'est tout. Pareil pour les concentrations. Additionner les concentrations pour parler de la concentration de l'ensemble, ça n'a aucun sens. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura jamais, dans aucune relation, une somme de concentration. Si, ça arrivera. On aura des sommes de température, des sommes de pression. Ça pourra nous arriver. Mais ça ne sera jamais en signification dire que cette somme nous donne la concentration de la réunion de deux parties. Ça, jamais. Voilà, donc ce sont des grandeurs homogènes. Hein. Donc on pourra peut-être dans des relations les avoir additionnées ou soustraits, mais on n'a jamais cette signification d'addition, addition des grandeurs pour chaque sous-partie, donnant le résultat pour l'ensemble. Donc si en additionnant pour chaque sous-partie, on a un résultat pour l'ensemble, c'est que la grandeur est extensive. Voilà, donc là vous en avez une bonne liste, vous en trouverez peut-être d'autres. Voilà, je ne sais pas s'il y a une grandeur que j'oublie là et que vous voudriez tester. Bon, j'ai dû prendre à peu près tout ce qu'on a déjà rencontré. Bon, l'indice de réfraction optique, par exemple, hein, si on a un système avec plusieurs matériaux différents qui n'ont pas le même indice de réfraction, chaque partie va avoir son indice de réfraction, et je ne peux pas additionner tous ces indices de réfraction pour dire, ça y est, j'ai l'indice de l'ensemble. Ça n'a aucun sens. Alors, le centre de gravité, c'est un point. C'est un point. Donc ce n'est pas une variable d'état, le centre de gravité. Voilà, donc la solubilité, très bien, la solubilité, c'est une concentration particulière, si on veut. Donc oui, c'est une variable intensive. Voilà, mais la solubilité, elle ne décrit pas bien un système, par contre. Hein, donc, ce n'est pas tellement une variable d'état ou une grandeur d'état. Là, les variables dont on parle, c'est des grandeurs qui vont permettre de décrire. Donc, si je reprends ma bouteille,
Voilà, qu'est-ce que je peux trouver comme grandeur qui me permette de faire une description macroscopique de ma bouteille. Donc, je peux donner le volume de l'ensemble de ma bouteille, le volume contenu dans ma bouteille. Je peux séparer ce volume en volume occupé par l'eau et volume occupé par l'air. Et la somme des deux volumes, c'est le volume complet du contenu de ma bouteille, par exemple. Voilà, donc la masse molaire, très bien, très bon exemple. La masse molaire, ça n'est pas... Alors, tu penses qu'elle est extensible, la masse molaire, Léopold, c'est ça que tu écris? Donc, si la masse molaire est extensive, là, ça veut donc dire que la masse molaire de l'ensemble de mon système, c'est la masse molaire de la partie 1 plus la masse molaire de la partie 2. Voilà. Alors ça, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Est-ce que je peux dire que la masse molaire de cet ensemble, c'est la masse molaire de la partie 1 plus la masse molaire de la partie 2? Donc si c'est vrai, c'est que c'est extensif. Vous y êtes. Donc, j'ai pas mis la coche, j'en sais rien, j'ai paumé. Voilà. Bon, donc, c'est plutôt faux. Voilà. C'est plutôt faux. Hein, mais c'est vrai que là, il y a un point difficile. Hein. Si on voulait calculer la masse molaire de l'ensemble, donc, par exemple, je reprends l'exemple de ma bouteille, on en a peut-être une sous les yeux, la mienne est transparente, donc on voit mieux, on imagine sinon. Si je cherche la masse molaire de l'ensemble de mon système, donc de l'ensemble du contenu, c'est forcément une masse molaire moyenne. D'accord? Et une masse molaire moyenne sur l'ensemble. Donc, il faut combiner les deux quantités. Donc, dans ce cas-là, je vais dire que j'ai une première quantité N1 pour la partie 1, une quantité N2 pour la partie 2. Donc, j'ai une quantité d'air et une quantité d'eau dans ma bouteille, par exemple. Pour trouver la masse molaire, il faut que je calcule la masse totale et que je divise par le nombre de moles total. Voilà. La masse totale, eh bien, c'est la masse d'air plus la masse d'eau. Donc, ça va être la quantité d'air multipliée par la masse molaire de l'air, plus la quantité d'eau multipliée par la masse molaire de l'eau. Et le tout divisé par la quantité totale, qui est la somme des deux quantités. Voilà. Donc là, c'est la masse molaire du système. Hein, on raisonne sur un système. Donc cette idée d'extensivité, pour l'identifier, il faut penser quelque chose qui n'est pas unique, qui n'est pas uniforme. Si j'ai qu'un seul matériau partout, c'est moins facile pour juger de l'extensivité, c'est moins utile, de toute façon. Donc là, on voit bien que la masse molaire de l'ensemble, ça n'est pas la somme des masses molaires 1 et 2. C'est lié, bien sûr, aux masses molaires 1 et 2, mais c'est comme un barycentre, c'est pondéré, c'est une moyenne pondérée par les quantités de matière. Donc, ça n'est pas une grandeur extensive. Donc, la masse molaire, excellente proposition, c'est une grandeur intensive. Alors, donc, Léopold, quand tu comptes la masse molaire de CO2 en disant c'est 1 carbone et 2 oxygènes,
Ça, effectivement, c'est un résultat d'extensivité, mais c'est le calcul de la masse qui est extensive. Tu dis que la masse d'une mole de CO2, c'est la somme de la masse de la mole de carbone et des 2 moles d'oxygène qui le constituent. Donc ça, c'est l'extensivité de la masse. Voilà. Alors que si on qualifie la masse molaire de grandeur extensive, il faut vraiment le penser comme là sur ma figure. Ça reviendrait à dire que si on a un système qui a 2 parties qui pourraient être complètement indépendantes, hein, l'une de l'autre, complètement différentes, la masse molaire de l'ensemble, c'est la somme de leur masse molaire. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux en général. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est parfois un peu subtil, hein. Donc, il faut vous y habituer. Alors, le quotient de 2 grandeurs extensives, oui, en général, ça va nous donner un intensif. C'est-à-dire que de façon générale, tout ce qui est densité, donc grandeur massique, donc par unité de masse, grandeur volumique par unité de volume, c'est intensif. Vous voyez, la quantité de matière, c'est extensif, mais la quantité de matière par unité de volume, la concentration, c'est intensif. Où la masse, c'est extensif, mais la masse volumique, elle est intensive. Voilà, donc effectivement, toutes les densités, donc grandeur massique, volumique, molaire, sont des grandeurs intensives, systématiquement. Donc effectivement, lorsqu'on a un quotient de grandeur extensive qui a du sens, hein, faut que ça fasse sens, sinon il faut toujours tout additionner, tout diviser, mais ça n'a pas toujours du sens. Voilà. Donc quand on débute, il y a une difficulté en thermo là-dessus sur le vocabulaire et vraiment la signification des choses. Donc ça, voilà, travailler longuement, je dirais, hein, régulièrement pour bien prendre en main tout ça. Alors Théophile, j'ai du mal à comprendre ton histoire de AB là. Je ne sais pas si tu as un micro pour nous expliquer ça. Donc si on a des A dans 1 et des B dans 2, prendre une mole de l'ensemble, une mole de A et B. Donc en fait, quand on raisonne en molaire sur l'ensemble, c'est une moyenne. Hein. C'est une moyenne d'ensemble. Ce qu'on a écrit tout à l'heure, ouais, c'est en moyenne. Donc en moyenne, après, c'est pondéré par la quantité de chaque partie. Ah bah non. Non, une mole du système, c'est pas une mole. C'est pas une mole de A et une mole de B. Hein. Une mole de système, c'est une mole avec les mêmes proportions de A et B que l'ensemble. C'est ça, prendre une mole de système. C'est une mole moyenne. Donc, si on a 20% de A et 80% de B, dans la mole isolée, on doit retrouver cette proportion-là, 20% de A et 80% de B. Voilà, c'est une description en moyenne. Donc, on peut avoir une description globale, donc en moyenne sur l'ensemble. Une description sur chaque partie, quand on a plusieurs parties où c'est plus homogène, plus uniforme, ça peut être simple de décrire chacune des parties, donc en moyenne sur chaque partie, ou quand c'est vraiment complètement hétérogène, non uniforme et différent partout, eh bien c'est là que la